Il y a quelques mois, l'une d'entre vous m'a questionné, m'a demandé une vidéo autour des pervers narcissiques, avec une question aussi très spécifique concernant la graphologie. Est-ce qu'il est possible d'identifier un pervers narcissique à travers la graphologie? Alors, dans ce domaine, je suis particulièrement incompétent. La psychologie, notamment la psychologie du travail, ne considère pas que la graphologie soit quelque chose de fiable, mais il y a des spécialistes qui nous disent qu'un certain nombre d'éléments sont perceptibles dans une analyse graphologie. Alors, les pervers narcissiques, comme le nom l'indique, sont des narcissiques, et il est vraisemblable que cet élément-là puisse être identifié du point de vue de l'écriture. Je répète que la graphologie est très controversée. En tout cas, sur les pervers narcissiques, les premiers travaux de popularisation de ce terme en France sont dus à Marie-France Irigoyen, psychiatre française, et puis d'autres spécialistes aujourd'hui nous parlent de ce concept qui est un concept controversé de pervers narcissique, notamment Isabelle Nazaraga, et c'est les deux auteurs sur lesquels je m'appuie plus particulièrement dans cette petite vidéo. Alors un pervers narcissique, classiquement, on dit que c'est quelqu'un qui a plusieurs visages, qui est manipulateur, qui est centré sur lui-même, qui est peu empathique, souvent séducteur, sympa, séduisant, charmeur, usant avec ses victimes de dévalorisation, de culpabilisation, d'isolement, écrasant l'autre pour avoir de la valeur en réalité. Et on les perçoit comme dangereux pour l'intégrité physique et psychologique. Des personnes qui sont capables de passer en quelques secondes de la tristesse à la colère. Ce qui les caractérise quand même fondamentalement, et c'est pour ça qu'on parle de perversion, de pervers, c'est que leur mécanisme de défense dominant, c'est le déni. En fait, ils n'identifient pas le mal qu'ils produisent et ne se remettent pas en cause. C'est comme s'ils agissaient normalement et qu'ils étaient dans une normaux avec leurs victimes. Comment est-ce qu'on explique l'origine de cette perversion, de cet état de pervers narcissique qui toucherait, d'après certains auteurs, 2 à 3% de la population? En gros, deux causes principales sont identifiées, soit des enfants qui n'ont pas été aimés, avec une très faible estime de soi, coincés dans l'enfance, centrés sur eux-mêmes, ou à l'inverse des enfants rois qui développent très très tôt de la manipulation comme attitude dominante dans les relations humaines, y compris dans les relations avec leurs propres parents ou avec d'autres enfants. En tout cas, on peut penser qu'il y a là une forme d'immaturité chez ces personnes, et d'immaturité qui est figée à l'enfance, centrée sur eux-mêmes. Alors, deuxième point, comment s'en défendre de ces pervers narcissiques? Alors, il faut d'abord, évidemment, identifier qu'on a affaire à un pervers narcissique, que ce soit au sein d'un ou une perverse narcissique, que ce soit au sein d'un couple, ou que ce soit dans le contexte professionnel. En gros, on a 2-3 indicateurs principaux. Le premier indicateur, c'est que cette personne prend toute la place, occupe tout l'espace. L'espace de décision, l'espace de parole. La deuxième chose qui peut permettre de voir qu'on est avec un pervers narcissique, c'est qu'on n'est plus soi-même, qu'on n'est plus libre, qu'on n'est plus serein, qu'on se surveille en permanence. Et les autres autour de nous nous voient comme quelqu'un de différent. Troisième indicateur peut-être, la victime du pervers narcissique est quelqu'un qui est dans la peur. Peur de le ou de la mécontenter et dans la culpabilité. Les réponses, au-delà de l'identification, c'est évidemment la fuite. La fuite, et il s'agit aussi de trouver, en amont de la fuite peut-être, de trouver des alliés, du soutien, ne pas être seul. On peut tenter éventuellement la contre-manipulation, au moins un temps, où on laisse entendre à l'autre qu'on fonctionne dans ces schémas, mais il s'agit là aussi de préparer la fuite, parce que c'est en réalité la seule issue. Pour conclure cette petite vidéo, je disais au départ que ce concept, ou cette notion de pervers narcissique était une notion controversée.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est questionnée? D'abord, elle est utilisée tellement fréquemment dans le contexte des séparations. Et dans le contexte des séparations, on sait qu'elles sont douloureuses, on sait que personne n'est véritablement tout blanc. Il est tellement aisé de jeter à la face de l'autre le fait que cet autre est un pervers narcissique, et on peut trouver des couples qui s'accusent mutuellement de perversion. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, nous sommes tous et toutes un peu manipulateurs. Il y a une histoire de degrés. Certains d'entre nous le sont peu, d'autres le sont beaucoup. Usent de la manipulation, sont-ils pour autant tous et toutes des pervers narcissiques? On aurait là une catégorie peut-être un peu perméable entre une manipulation classique et puis la perversion. Enfin, troisième idée, et c'est la plus délicate, la plus difficile pour moi à énoncer, certains nous diront que c'est la victime qui crée le bourreau. Et ça, évidemment, ça nous amène à nous interroger sur le fait qu'il peut y avoir quelque chose du registre du jeu relationnel. En tout cas, ça interroge l'idée qu'il y aurait quelqu'un de mauvais, de méchant, et quelqu'un qui serait purement et exclusivement dans la position de victime. Mais c'est un autre débat.